Allez, cette question à présent, faut-il ou pas d'ailleurs redouter un possible cercle vicieux entre d'un côté les dettes publiques européennes et les banques européennes? C'est une question que se pose S&P Global Ratings dans une étude. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Déjà expliquons un petit peu ce lien, qui n'a rien d'évident pour le commun des mortels, entre les dettes publiques d'un État et les banques d'un État. Parce que les banques françaises sont gavées, gavées entre guillemets évidemment, d'obligations émises par l'État français. Expliquons un petit peu ce lien déjà. D'où il vient ce lien? Tout simplement, les banques, c'est des gens qui collectent de l'épargne et du coup qui l'investissent. Donc qui la distribuent sous forme de crédit, en allant se servir auprès de la Banque centrale, au guichet de la Banque centrale, etc. Mais qui sont aussi en fait des collecteurs d'épargne. Et cette épargne-là, ils vont l'investir. Donc quand vous avez par exemple des assurances-vie dans une assurance-vie, que vous achetez un fonds euro dans une assurance-vie, et ben, tout simplement, dans ce fonds euro-là, l'argent, par exemple, l'assurance-vie, ça représente à peu près 1800 milliards d'euros en France, et bien, vous avez une grosse partie qui est investie dans les obligations en général, et une grosse partie dans ces obligations-là sont investies dans des obligations souveraines. Donc, ça rapporte plus grand-chose, hein, c'est pas très utile pour la perf du fonds euro. Alors, pour la performance, c'est vrai, mais il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est-à-dire qu'on tape souvent sur ceux où on se dit c'est pas possible d'avoir des taux négatifs pendant longtemps. Mais en fait, je pense qu'il y a une erreur d'analyse intellectuelle par rapport à cela, tout simplement parce que, vous savez, on ne gère pas un patrimoine avec un seul actif. Quand vous avez toute votre épargne, elle n'est pas sur la même chose. Elle n'est pas sur le même actif. Évidemment, les gens qui vous disent les taux négatifs ou les obligations négatives, ça n'a pas de sens. Parce qu'ils se projettent en disant, si jamais vous mettiez toute votre épargne là-dessus, vous êtes sûr en fait de perdre de l'argent. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un patrimoine. Un patrimoine, c'est 100. Et dans ce 100-là, vous allez lui destiner, l'objectif que vous allez dédier à ce patrimoine, c'est finalement la préservation optimale du capital accumulé. Vous avez mis du temps pour le gagner, c'est ça, pour les mettre de côté. Pas pour le perdre n'importe comment. Alors, exactement. Et donc, d'une certaine manière, votre objectif, ce n'est pas gagner plus. Ce n'est pas uniquement gagner plus, c'est la préservation optimale du capital accumulé. En fonction du moment, vous avez plutôt tendance à privilégier la préservation ou l'optimal. Donc, ça dépend des moments. La préservation, ça va être quoi? Ça va être l'obligation souveraine qui ne correspond pas à autre chose aujourd'hui que finalement le coffre que vous loueriez à Genève pour mettre votre argent dedans. Quand vous allez louer un coffre à Genève, vous mettez votre argent dedans. C'est fini cette époque-là, là. Oui, mais peu importe, vous avez compris l'image. Mais dire, vous louez le coffre. Donc, d'une certaine manière, vous savez ce que vous allez toucher, moins un petit delta qui va être l'allocation du coffre. En réalité, l'obligation souveraine, c'est ce qu'elle permet de jouer, à savoir la préservation optimale. Je sais ce que je mets, je sais ce que je toucherai un petit peu moins. Mais pourquoi est-ce que les banques achètent, encore une fois, ces dettes? Pourquoi est-ce que les banques françaises achètent les dettes publiques de l'État français? Est-ce qu'elles sont incitées à le faire? Alors, évidemment, les règles aujourd'hui, la manière dont fonctionnent aujourd'hui les établissements financiers, c'est que… Parce que ce qu'on attendait, c'est qu'elles prêtent à l'économie, pas qu'elles investissent dans les banques du Trésor français. Non, mais il y a deux dimensions. Il y a celui de l'établissement financier qui investit de l'épargne et il y a celui en fait qui prête à l'économie réelle. Ouais. Donc il y a deux dimensions particulières. Donc lorsqu'on est dans la situation où on parle de l'établissement qui investit dans l'épargne, qui investit l'épargne donc dans des actifs financiers. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que les règles aujourd'hui européennes amènent à finalement donner une note aux différents types d'actifs. Et donc pour l'établissement financier, en gros, c'est une note qui évalue le risque associé à chaque type d'actif. Pour avoir une bonne note, mieux vaut avoir des actifs qu'on considère en fait les moins risqués sur la place. L'actif le moins risqué dans une zone, c'est toujours l'obligation souveraine. Donc en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il y a une incitation pour de la réglementation pour les établissements financiers à aller acheter des obligations souveraines, donc qui coûtent très peu cher. Donc en fonds propres à l'établissement financier, qui rapportent plutôt rien, que des actions qui vont coûter très très cher ou du private equity, qui en termes de fonds propres, ils vont pouvoir le faire, mais en face de cela, il va falloir qu'elles mobilisent en fait une proportion de fonds propres qui est beaucoup plus importante. Ça, ce sont les règles. Donc les règles, évidemment, sont incitatrices donc pour aller financer d'une certaine manière, acheter des obligations souveraines et à travers cela, financer finalement le déficit public aujourd'hui qui est important en fait sur les marchés. Donc la régulation pousse les banques de chaque pays, au-delà des banques françaises, on peut dire pareil pour les banques espagnoles, italiennes, à avoir des obligations de leur État souverain. Oui. Sauf que quand on regarde, elles ont tellement en portefeuille… Légitimement tout de même la chose, c'est-à-dire que la réalité, c'est qu'on gère l'épargne, par exemple, des Français à travers cela. Et donc, la question quand même, et pourquoi cette réglementation, il faut quand même le comprendre, c'est-à-dire que pourquoi ça coûte plus cher d'aller acheter des actions pour ces acteurs-là que des obligations souveraines? Parce qu'une action, ça peut monter, ça peut faire x2, mais ça peut être divisé par 2.
Et quand vous avez en face de vous des épargnants qui ont mis du temps à collecter, à mettre de l'argent de côté, eh bien, vous avez plutôt tendance à aller, la réglementation, c'est ce qu'elle prime, à plutôt dire attention à ne pas prendre trop de risques. Et donc, cette forme d'incitation à acheter des obligations souveraines, c'est vraiment pour essayer d'éviter de faire prendre trop de risques aux établissements financiers qui, in fine, ne les prennent pas pour eux, mais pour les clients finaux qui sont ceux qui ont mis de l'argent chez eux. C'est clair. Pierre, au bilan des banques commerciales européennes et françaises, il y a donc des obligations souveraines, français, italiens pour les banques italiennes, mais ça veut dire que les banques sont sensibles à l'évolution de la valeur de ces obligations. Et comment c'est que ça marche comme une balançoire, c'est ça? Si ton intérêt remonte parce que le pays est attaqué, parce qu'il y a un problème de crédibilité sur un État, ça fait baisser la valeur des obligations. Et donc dans les comptes des banques, ça crée des moins-values en mark-to-market, en valeur de marché. Et donc, les chiffres, 1 600 milliards d'euros dans les bilans des banques de la zone euro en matière d'obligations souveraines. Est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, on ne revient pas en 2011 avec l'idée qu'il y a ce lien, cette consanguinité mortifère, ce cercle vicieux, alors, de réflexion. où justement, si un pays est attaqué, à la fois, il peut être mis à genoux et en même temps, ces banques qui vont avec. Et si les banques vont mal, elles prêtent moins et le pays va encore plus mal. Alors, 2 réflexions sur le sujet. Est-ce que c'est comparable à 2011? Parce que les montants en jeu sont plus importants. Mais bien sûr, mais vous évoquez en fait le risque d'un krach obligataire. En gros, si les taux d'intérêt remontent brutalement. Évidemment, il va me dire non parce qu'il y a la BCE. Mais même, il n'y aurait pas la BCE, les taux seraient aussi bas. Et ça, nous ne cessons de le répéter. La réalité, c'est que le niveau de taux d'intérêt, les niveaux de taux d'intérêt correspondent tout simplement au niveau de croissance actuel. C'est-à-dire que le bon niveau de taux d'intérêt, c'est celui qui est soutenable par les agents privés, qui sont les entreprises et les ménages. Si les taux montent, est-ce que les entreprises vont continuer d'investir de la même manière? La réponse est non. Évidemment non. Aujourd'hui, on regarde le potentiel de croissance dans notre zone. Si les taux d'intérêt montent, est-ce que les ménages vont continuer d'investir autant? La réponse est évidente, elle est non. Donc en fait, il n'y a pas de risque. Bien sûr, dans l'absolu, en théorie, quand vous avez un gros stock d'obligations souveraines comme ça dans votre bilan, si jamais il y a un krach obligataire, effectivement, tout pète. Mais la réalité, c'est pas cela. C'est-à-dire qu'il y a toujours un risque. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un risque. Oui, mais il y a cette consanguinité, en tout cas, qui potentiellement est problématique, même si vous ne croyez pas un possible krach obligataire. On ne sait pas si un pays peut être attaqué. Il y a un doute sur la solvabilité. Mais pourquoi, quoi qu'il se passe, même s'il y a ce risque-là qui se matérialise, de toute manière, tout le reste que vous avez en portefeuille se cassera la figure aussi. Parce qu'en fait, nous vivons dans une zone, et ça c'est important quand même de le comprendre, nous vivons dans une zone dans laquelle la règle du jeu est fixée par les autorités. Politique budgétaire, politique monétaire. C'est ce cadre-là qui pose les jalons des règles dans lesquelles les ménages et les entreprises vont devoir vivre. À partir du moment où, quand vous achetez une obligation souveraine, en fait, pourquoi c'est toujours l'actif le moins risqué dans une zone? Je n'ai pas dit pas risqué. Le moins risqué en relatif. Parce qu'est-ce que vous pouvez imaginer? Parce qu'est-ce qui risque de se passer si jamais l'État est en difficulté? C'est lui qui fixe les règles du jeu. Et donc, évidemment, les conditions d'exercice des ménages, c'est-à-dire la fiscalité sur les ménages ou la fiscalité sur les entreprises, voilà, entre guillemets, sera mise à mal. Donc, imaginez qu'on puisse vivre un krach obligataire, c'est-à-dire des taux souverains qui montent, avec dans le même temps des actions, donc des obligations qui s'effondrent, et dans le même temps des actions qui montent, c'est complètement illusoire. Donc, on finit là-dessus, il n'y a pas lieu de s'alarmer? Non. Aujourd'hui, même si on n'a jamais eu, il y a le stock global d'obligations souveraines dans les banques européennes n'a jamais été aussi élevé, pour le coup, on ne s'alarme pas. Ce qui risque, c'est pas cela qui doit nous alarmer. C'est plutôt le volume de dette aujourd'hui distribué aux agents privés, en s'assurant que le stock, la dette, l'argent qui a été donné aux acteurs privés, je dirais les agents privés en face qui l'ont pris, cet argent-là, qui l'ont emprunté, seront en capacité à terme de rembourser. Le risque, c'est un risque d'économie réelle. C'est à un moment donné, à force d'avoir prêté de l'argent à des gens qui, malheureusement, vivent dans un contexte un peu difficile, ils se retrouvent en situation de ne pas pouvoir rembourser. Donc ce n'est pas le lien entre dette publique et banque. C'est surtout le lien, si jamais en fait, le stock de dette privée qui n'a jamais été aussi élevé dans le monde en général n'est pas remboursé par ceux qui l'ont contracté. N'est pas remboursé, effectivement. Et tout à l'heure, je vous entendais dire en fait, la notion de on s'en fout de la dette finalement puisque les taux sont négatifs. Oui, je n'ai pas dit ça comme ça non plus. Sauf que poser la question. Sauf que la réalité, c'est que même lorsque les taux sont négatifs, vous avez des mensualités remboursées, parce qu'il faut quand même rembourser le capital. Si jamais la manière dont vous avez utilisé cet argent ne vous permet pas de créer suffisamment de richesse pour rembourser le capital, d'une certaine manière, vous êtes en faillite. Et c'est là le vrai sujet, c'est plutôt le vrai risque, c'est un risque d'économie réelle. Et je crois que là, tout le monde l'entendra.
Les marchés financiers, de toute façon, c'est un sujet de plomberie. On aura toujours les moyens, entre guillemets, d'organiser le sauvetage des actifs financiers avec une banque centrale qui émet, qui crée de la monnaie, etc. Le vrai risque, c'est un risque d'économie réelle. Si jamais on a des acteurs privés à qui on a permis de beaucoup s'endetter et qui malheureusement sont en situation de ne pas pouvoir faire face à leurs charges. Et là, vous risquez d'avoir une augmentation des taux de défaut. Et là, ça sera beaucoup moins drôle pour les établissements bancaires. Voilà qui est clair. Merci beaucoup. En tout cas, point de vue signé Merci, Pierre David. Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre.